Joyeux Noël. Oui, bon, alors, on ne sait pas si ce sera le 24 décembre quand vous verrez cette vidéo, mais avec un peu de chance, pas loin. Peut-être. Donc là, c'est la fin de l'année pour Ludovox et pour vous aussi d'ailleurs, parce qu'on est dans la même dimension espace-temps normalement. Ouais. Et donc on s'est dit qu'avec ce Vox News un peu spécial, on allait faire un petit bilan de l'année, repartir un peu du début de l'année, puis on raconte 2018. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour Ludovox en 2018, et puis après on va faire un petit bilan avec des chiffres et tout ça, et on vous parlera de 2019, comment on voit 2019 aujourd'hui pour nous, qu'est-ce qu'on compte faire pour 2019. Histoire de faire un petit peu le point de tout ce qui s'est passé, en bien comme en mal chez Ludovox, tout ce que vous avez eu, tout ce que vous n'avez pas eu, tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a apprécié, tout ce qu'on a appris. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on compte faire. Un vrai parcours initiatique. Voilà. Ça va durer 3 heures. On bouscule un peu nos codes. Il n'y a pas de sommaire, il n'y a pas de news, il n'y a pas de salon, il n'y a pas de quoi que ce soit. Il y a juste un petit bilan de ce qu'on a fait toute cette année, un petit peu éparpillé. Donc ça sert à rien d'aller plus loin pour voir ce qui vous intéresse. Alors, soit ça vous intéresse tout. C'est chronologique. Soit pas trop. Ouais, après on va pas faire si long que ça. Il y a Mathieu qui va venir aussi pour faire une petite capsule. Ouais. Il va nous parler de sa vision des différents grands rendez-vous de l'année. Donc il y a eu Cannes. Il y a eu Pelle, et puis il y a eu Essen. Donc il va vous dire comment lui, il a perçu en fait le marché ludique, les jeux qui sont sortis à ces moments-là, qu'est-ce qui l'a marqué en fait, parce que du coup, avec toi, vous avez fait ces trois salons. Et puis, nous, on va vous parler de Ludovox, l'intérieur du Ludovox, ce qu'on a vécu, en bien comme en mal. Ouais. Et puis on fait un petit peu le point. C'est ça. Par quoi on commence? Eh ben, janvier 2018, une nouvelle année débutait. 1er janvier 2018. 1er janvier, je crois qu'on passait un article sur un petit jeu méconnu qui s'appelait Azul. C'est quoi tu parles? Non, c'est vrai, en plus, il me semble bien qu'il était écrit par Galilox qui venait de rejoindre notre équipe. Coucou, Galilox. Et donc, janvier, qu'est-ce qui se passait? On allait embaucher FX, un développeur, pour quelques mois, avec pour projet un peu trop ambitieux peut-être, de migrer le site, de réparer tous les bugs, de faire une appli Ludovox et de faire une V2. Et d'améliorer l'ergonomie du site. C'était assez ambitieux. Donc bien sûr, on n'a pas réussi à tout faire. Mais ça a très bien démarré, on était super contents, il est très pro, on a bien bossé, on a corrigé tous nos bugs, on a fait la migration, on a amélioré notre système en interne. C'est vraiment aux petits oignons, on a pu vraiment gagner du temps. Ça c'est sûr que nous, ça vous en rendez pas compte, mais dans l'admin du site, il y a des trucs qui ramaient, il y a des trucs qui étaient buggés. Et FX nous a réparé tout ça, ça a vraiment changé notre quotidien à nous. Voilà, et on a enchaîné avec la création de l'application, dont vous a parlé tout le premier semestre, en tout cas. Et finalement, on a un petit peu pataugé. Au bout du compte, on n'est pas arrivé à rendre ce qu'on voulait. FX ne travaille plus avec nous depuis août. On arrive à la fin du contrat. Et puis niveau financièrement, nous c'est un peu compliqué de maintenir à temps plein un développeur parce que financièrement on n'est pas large. Vous le savez. Et même sans Tipeee, même avec le Tipeee, ça permet pas de nous payer le développeur. Pas plus quoi. Ça a permis sur 6 mois, c'est ça qu'il a resté avec nous sur 6 mois. On a fait plein de choses, mais pas assez de ce qu'on voulait. Donc ça a bien avancé quand même. Alors peut-être qu'on pourra la finir plus tard quand on aura les finances. C'est pas foutu. Aujourd'hui, c'est pas foutu. C'est en stand-by en attendant de pouvoir finir cette application qu'elle correspond à ce qu'on veut. Donc pour l'instant, on vous en a beaucoup parlé. On ne vous en parle plus, on vous en reparlera. C'est, on va dire, mis de côté pour l'instant parce qu'on a changé nos priorités. Et du coup, on espère bien qu'on pourra le sortir quand même, mais on verra. On verra si on arrive à pérenniser d'autres choses et du coup à financer ça, parce que ça reste quand même un gros financement pour notre petite structure. C'est ça. On reviendra dessus plus tard. Et puis parler d'autres développements qu'on essayera de faire, on y reviendra. Pour l'instant, on n'a plus de développeurs, on fait avec ce qu'on a et puis on fait d'autres projets en parallèle. Parallèlement, la V2 c'est pareil, c'est un truc qu'on ne va pas pouvoir passer à côté à un moment donné, on va vraiment être obligé de le faire, mais c'est un énorme investissement pour nous, donc voilà, c'est pour ça que le Tipeee est toujours là, qu'on a toujours besoin de vous. Voilà, on avance un petit peu dans l'année, il y a eu le FIGE quand même, on peut en dire 2 mots. Fin février, le FIGE. Le FIGE, ça a été une super belle expérience. Un peu dans la douleur. Voilà, c'était notre plus beau salon qu'on ait jamais fait, avec 75 interviews récupérées en 3 jours et demi. C'était la folie. On était 2 équipes en parallèle avec un système de caméra monstrueux. On s'est éclaté, on a fait de super interviews et malheureusement, au retour, on a perdu 26 interviews sur les 75. Et c'était la plus belle journée, quoi. C'était les interviews avec des grosses exclusivités, des choses vraiment chouettes. Et qu'est-ce qu'on s'est battu pour récupérer ces rushs. On a galéré pendant pas mal de temps, on a même fait des choses
qu'on n'a pas le droit de vous le dire, parce que sinon on est obligé de vous liquider. Donc voilà, on a tout mis en place pour essayer de récupérer ces fichiers. On en a récupéré pendant 2,5 mois. Pendant des mois, on a tout essayé. Là, on est en décembre, j'en ai récupéré 3 sur les 25 et on va pas les passer, ils sont plus Mais pertinents, on a appris de ça, parce que maintenant, du coup, au niveau backup, au niveau sécurité... Maintenant, chaque fois qu'on fait une interview, les copier sur 3 disques durs à part, on les envoie par la poste en Colissimo. Enfin, voilà. C'est ça. En enveloppe solo et tout. On a été vaccinés à vie, je pense. Bah, j'espère. Et ce qui nous a permis plus tard de moins faire des erreurs comme ça. Mais sur le coup, une bonne grosse douche froide après un très beau travail. Ouais. Mais du coup, ça s'est pas reproduit sur les suivantes. Appel et ASN, ça a cartonné, ça a assuré grave. Voilà, on est d'ailleurs en train de finir le salon des scènes en ce moment. Il y a les dernières vidéos qui passent cette semaine. C'est plus de 60 interviews aussi qu'on a fait à ASN. C'est super travail. On est content, 65 interviews, on est content, une belle couverture de salon. Très bien. Mais bon, je suis passé en octobre, je suis passé un peu vite. Ouais, du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur 2018 après Fige, on avance un peu. Après, c'est toujours un peu plus calme avant leur... Niveau mai-juin, on a des nouveaux partenariats qui sont mis en place. On a commencé à relayer les podcasts de Proxy Jeux. Donc, c'est des copains qu'on suivait depuis longtemps. On n'avait pas réussi à trouver le bon accord ensemble. Finalement, on dit, bon, on s'en fout. On en avait parlé déjà à l'époque où c'était encore Guillaume et Olivier. Jérémy, qui faisait Proxy Jeux. À cette époque-là, on s'est dit, bah ouais, ce serait cool qu'on relaie. Et puis c'est vrai qu'après, il y a eu un changement d'équipe. C'est tombé un peu dans les priorités de chacun. Voilà, c'est ça, dans les oubliettes. Et donc là, maintenant, on est content. Ça reste leur podcast. Nous, on fait que le diffuser pour vous le proposer, pour avoir un petit peu de contenu en plus. Et puis c'est sympa ce qu'ils font, donc on est content. On leur fait des écoutes et tout. On aime bien ce qu'ils font. Donc on relaie leurs interviews des personnalités qu'on trouve très intéressantes. On relaie leur bilan des jeux du mois. Ils présentent 2 jeux du mois tous les mois et c'est vraiment intéressant. Et depuis le mois de novembre même, ils ont commencé un nouveau projet qui s'appelle Sortez le grand jeu. Ouais, c'est bien cool. Où ils analysent un jeu qui a marqué son histoire, pourquoi, comment, son auteur. C'est des formats d'1 heure qui sont très pertinents si vous voulez creuser un petit peu sur les jalons du jeu de société. Le premier sur Puerto Rico qui est sorti, le deuxième sur Mémoire 44. Je vous invite à aller découvrir en cliquant sur le lien et aller voir l'épisode de Proxy Jeux. On a un nouveau partenariat aussi qui s'est mis en place en 2018, c'est avec Matravel, qui propose les fiches, les règles express qui cartonnent. Ça a surpris vraiment... Tu peux résumer ce que c'est pour ceux qui ne pas? Si vous ne connaissez pas, vous avez le résumé des règles et de la mise en place d'un jeu sur une feuille. Alors si c'est un très très gros jeu, ça va faire 2 feuilles, donc à imprimer chez vous, qui est avec une belle mise en page. Au début, c'est lui qui est venu nous voir en disant « Regardez, je fais ça parce que je suis animateur ». Et il n'y a pas toujours un résumé efficace des règles et un truc qui nous permet de se remettre les règles en tête rapidement, efficacement, avant de lancer une partie. Donc moi, je l'ai fait pour moi en tant qu'animateur. Est-ce que ça vous intéresse? Je regardais ce qu'il faisait, je dis ouais, c'est bien présenté, c'est clair, c'est bien fait, ça m'intéresse. Donc on a commencé à les relayer et puis en fait, après, on est allé voir Pauline de Trace, qui est donc une graphiste, illustratrice, qui fait plein de choses, qui a illustré notamment des jeux de société aussi. Et elle a repris un peu le template pour faire un truc encore plus pro. Et donc là, on s'approprie en tant que Ludovox et du coup en fait c'est une sorte de ludochrono en papier en A4 que vous pouvez glisser dans votre jeu pour pouvoir le sortir au bon moment et ne pas vous retaper toutes les règles. Et on commence la semaine avec Matravel. Tous les lundis matins, il y a sur les réseaux sociaux, là c'est soit des nouveaux jeux, soit et justement il a fait une mise à jour par rapport parce que comme il y a eu changement de template, donc il reprend ses anciennes fiches pour les remettre sous le nouveau format et petit à petit voilà on est en train d'avoir une belle petite base. Et on est très content de l'accueil, parce que les gens sont super contents d'avoir ces fiches-là, qui permettent de se remettre en selle rapidement, quoi. C'est quelque chose de nouveau pour nous. Autant les formats vidéo, on maîtrise un petit peu, autant les éditos et compagnie, ça aussi. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé. C'est un nouveau format que du coup, on se met à proposer, en partenariat avec lui. Et ça marche très très bien. Donc ça, c'est cool. En parlant d'éditos, on en a fait des sympas cette année. Tu nous as produit 2-3 beaux éditos qui ont bien cartonné. Alors, beaucoup d'éditos, mais sur toute l'année d'éditos, il y en a 2-3 qui ont beaucoup marché. On peut revenir sur celui sur l'esclavage, notamment. C'est vrai qu'en 2018, il y a eu un changement de politique, on va dire, en termes d'éditos. C'est-à-dire qu'avant, on en faisait un tous les mercredis. Donc, c'est un rythme qui est quand même chaud. Et du coup, on faisait des éditos plus légers, bon, qui étaient pas dégueulasses. J'en ai relu quelques-uns. Je me suis dit, ça va. Des fois, on relit des vieux trucs, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'était? Non, ça va, c'était bien. Mais du coup, on pouvait aller moins loin dans la recherche.
Là, je me mets plus tellement de pression. Tu t'es mis en mode journaliste. Je me mets plus en mode, je vais travailler un sujet. Donc, j'avais fait sur l'esclavage, sur le sujet de l'esclavage, qui était passionnant. Comment ce sujet-là est retranscrit dans les jeux de société, finalement, avec souvent des regards d'occidentaux. Donc, c'est quand même un parti pris, on s'en rend compte. Donc, comment les auteurs et puis le public, les éditeurs reçoivent de tout ça, reçoivent cette thématique-là, comment ils la retranscrivent, et qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça m'a pris pas mal de temps d'aller faire des recherches sur tout ça, sur BGG, aller lire des centaines et centaines de polémiques, de threads qui n'en finissent pas, c'est super intéressant. Il y a un très bel accueil, et ouais, c'était un bien truc que j'ai travaillé sur plusieurs mois, plusieurs semaines, pardon, avant de le sortir. Et j'ai fait pareil pour l'édito sur l'écologie, qui a eu un super accueil aussi. Ça a été énormément relayé, les gens étaient contents, finalement, qu'on parle de sujets qui sont politiques, en fait, l'esclavage, l'écologie. Certains éditeurs sont très impliqués, on parle des Jopla, Bioviva et tout, avec les Made in France. D'autres moins, et du coup ça permet de faire un petit peu... Il y en a qui essayent de faire des trucs, et on voit que finalement, même si c'est du Made in China, ils réfléchissent, comment est-ce que le train serait, ou l'avion, qu'est-ce qui est le moins polluant, enfin, ça soulève beaucoup de questions autour de ça. C'est vrai que ça m'a pris aussi pas mal de temps, donc c'est pas un truc que tu peux faire en quelques jours comme on faisait avant. Puis on demande aussi quoi des éditeurs. C'est ça, là il a fallu vraiment aller chercher des gens qui avaient envie de parler de ce sujet du côté éditeur. Et c'était super intéressant aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Alors c'est vrai que c'est plus la même façon de bosser, mais j'aimerais bien pouvoir en faire plus. Et j'espère qu'en 2019, on pourra continuer à faire des gros dossiers comme ça. On a eu les règles aussi. Les règles, ouais, l'accessibilité des règles, le fait qu'au Spiel, il y a eu beaucoup de jeux qui ont été mis au banc parce que les règles étaient mal écrites alors que les jeux étaient très bien. Et c'est vrai que, comme le titre de l'édito le dit, quand les règles sont mal écrites, le jeu est mort. Les gens ne peuvent pas y jouer, donc c'est quand même un truc, c'est l'entrée dans le jeu de société, c'est la règle. Donc ça, c'était aussi réfléchir à ça, qu'est-ce qu'une bonne règle, qu'est-ce que ça inclut, etc. Il y a eu ça, il y a eu un édito sur la rejouabilité, qu'est-ce qu'on cache derrière le terme rejouabilité, donc on utilise très souvent. J'ai 2-3 idées que j'aimerais bien arriver à travailler, mais bon, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de trucs à gérer, toujours plein de dossiers à gérer dans tous les sens. On priorise, quoi. Et puis, si on continue un peu l'année, on est tombé en septembre avec les coups de cœur de Vox. Donc c'est quelque chose auquel on tient beaucoup parce que c'est vraiment la sélection de la rédac. On se bat des mois entre nous à savoir qui Pourquoi tu prends l'accent québécois d'un coup? Non, mais... C'est des cryptos qui commencent à... des cryptos. Ils se battent des mois. On a vraiment nos petits chouchous qu'on essaie de faire passer aux uns aux autres. On n'a pas forcément les mêmes goûts. Moi, je suis plutôt un joueur familial, toi, plutôt experte. Et en fait... Enfin, non, tu fais tout, toi. Non, moi, je fais tout. Moi qui suis très cadre et familial. Et du coup, on essaie d'affronter nos idées, nos arguments. Et tout ça pour essayer de vous proposer le top 5, on va dire, des jeux de l'année, quel que soit leur format, leur public. C'est le problème de ce truc-là, c'est que du coup, on se retrouve à chercher des jeux qui vont faire un petit consensus dans l'équipe. Et ça aura tendance à partir du coup sur des jeux pas trop complexes ou voilà. Donc c'est vrai que cette année, et puis je pense que c'est lié aussi à cette année en termes d'édition, il y a eu beaucoup de jeux de calibre familial, des jeux coopératifs. Il y a une grosse tendance, donc c'est ça qui ressort vraiment dans les coups de cœur de cette année. Je sais pas si on va continuer sous cette même formule on pensait à réfléchir à mettre en place des ateliers où du coup un spécialiste d'un format, un spécialiste d'un autre, et il a un petit pool de testeurs qui donne d'autres retours au cas où il a arrêté quelque chose, et que c'est deux spécialistes qui statuent. On va encore, c'est pas encore décidé. Cette année, on a beaucoup bossé dessus. Et finalement, on n'a pas eu tellement de retours par rapport à notre sélection. C'est pas quelque chose qui a vraiment engagé les foules. Alors, c'était pas l'idée non plus. C'est notre top à nous, on va dire. Oui, mais c'est encore jeune. Ça n'a pas été tellement reçu. Peut-être même moins que l'année d'avant où on a eu plus d'accueil. Donc, c'est peut-être une formule qu'il faut qu'on retravaille ou qu'on repense. On aime bien garder ça en septembre parce que c'est avant le Spiel et c'est après les vacances. Ça nous paraît pas pertinent de le faire en février avec le Fige et compagnie. Donc, peut-être c'est septembre. On trouve que c'est bien, on verra si on adapte quoi que ce soit. Comment ça évolue ou pas en 2019. C'est quelque chose qu'on aime bien, mais qu'on va peut-être repenser d'une autre manière. Peut-être. Et puis si vous avez des commentaires là-dessus, vous pouvez nous dire. Bien sûr, si vous nous dites que vous n'avez même pas vu qu'on avait fait des coups de cœur, ça peut nous intéresser aussi. Oui, n'hésitez pas à nous donner vos petits avis. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé encore après au fur et à mesure que l'année est passée, il y a de plus en plus de gens qui rentraient des parties dans notre petit outil. Alors pour info, on a corrigé le truc en début d'année. Autour d'avril, c'était pas mal de soucis.
Et du coup, actuellement, on a dépassé les 10 000 parties sur site. Alors, c'est super intéressant. Ça nous permet de faire des petites stats et tout, mais ça nous permet aussi de voir, c'est ça qui est cool, les jeux de tendance, en fait. Parce qu'on a un système de filtre. Alors, tous les jeux, toutes les parties entrées, mais aussi les jeux du mois et les jeux de la dernière semaine. Et du coup, en suivant ces fluctuations de mois et de semaines, on peut voir quels sont les jeux du moment qui sont les plus joués, suivant les buzz, suivant les achats de chacun et tout. Et ça devient intéressant pour un peu voir le marché. Alors, on n'est pas des milliers et milliers de parties non plus, mais rien qu'avec ces 10 000 parties, et donc on est à plus de 100, 150, 200 par semaine, ça nous permet de commencer à voir un petit peu le marché qui se passe et ce qui est joué. Pas seulement ce qui est acheté, mais aussi ce qui est joué par les joueurs. Parce que des jeux qui sont achetés et ce qui sont rejoués, et bien maintenant avec l'application, on peut le voir. C'était marrant, c'était quand il faisait beau et que c'était le Molki. Oui, on voyait qu'en juillet, le Molki a bien marché. Et ça n'en est pas plus vendu, je pense. Mais par contre, on a vu qu'il sortait. Donc c'est le jeu qu'on sort quand même l'été. Ah, c'est quand même devenu un outil assez parlant du coup. Ouais, et on est content que cet outil qui fonctionne et qui prend de l'ampleur petit à petit avec de plus en plus de gens qui rentrent leur partie. On est encore en train d'affiner l'outil. Il faisait partie de la refonte aussi de l'application parce qu'on va mettre sur l'application une nouvelle version. On a tout repensé ça, mais c'est dans les cartons pour plus tard. Mais vous pourrez bientôt avoir d'autres parties, plus tard d'autres statistiques, parce que l'année dernière, on avait mis le premier volet des statistiques. Le deuxième volet et le troisième sont déjà prêts, mais on attend de pouvoir les développer à nouveau. Pour vous donner on vous en reparlera. Ça sera pour 2019, voire plus, on verra. On verra. En tout cas, ça reste plaisant de voir que vous vous êtes approprié l'outil. Ouais. Du coup, après, il y a eu SN, qui a commencé à se faufiler, à se profiler, pardon. C'est ça. Faufiler. On est allé à 3 avec Atom, Mathieu et moi. Ouais. C'était bien intense parce que normalement on y va plutôt à 4 au salon. Là, on a dû se séparer de toi. Ouais. On a fait une petite équipe comme on a pu. Je suis tombée malade. La fin d'année a été difficile quand même parce que toute l'équipe a été mise vraiment sur le pont tout le temps, quoi. On a eu une augmentation des demandes de ludochrono qui a explosé. Et moi, début octobre, j'ai commencé je suis tombée malade en fait, et du coup, il a fallu que je déclare forfait pour SN et ça m'a vraiment fendu le cœur. Après la première journée de Fige, on a perdu les interviews, le fait d'avoir pas pu faire SN, c'était c'est dur, mais à un moment donné, il faut reconnaître que voilà, tu donnes tout et tu peux plus, quoi. Il faut se reposer, il faut que. C'est ça. On a eu une fin d'année difficile parce qu'entre Marine qui n'était pas disponible, Mathieu, Thomas et moi qui étions vraiment pris pour les deux chronos, on était vraiment à la tête dedans. On a fait une production monstrueuse. Enfin, pour vous dire, pour les deux chronos, alors c'est un format maintenant qui est vraiment le nôtre et qui marche qui est bien maîtrisé, ouais. Pour vous dire, on a fait bien plus de tournages que l'année dernière. On reviendra sur les chiffres un peu plus tard, ça vous intéresse. Mais en gros, on a été très très pris, on a fait tourner 3 fois plus que d'habitude, et d'enchaîner les tournages de chrono qui étaient monstrueux en septembre-octobre, parce que tous les éditeurs en avaient besoin pour SN, avec bon, bah allez, on va faire un salon, ok, on part une semaine à fond, maintenant il y a 66 vidéos à monter, à diffuser, et puis à tu dors traduire pas, pour les VO. Tu dors pas à SN, c'est pas le moment où tu joues pas, donc tu dors pas. Tu te reposes pas, tu reviens, t'es cuit, et puis faut continuer quand même, quoi. Ouais. Donc ça nous a vraiment mis dans le rouge ce dernier trimestre là, et donc du coup on s'en remet tout juste. Là on est en train de sortir. En gros, mi-décembre, on vient de finir notre SN. Ouais, c'est ça. On va peut-être pouvoir profiter de notre fin d'année, mais c'est maintenant qu'on en sort. Il va y avoir un petit break là, du coup. De 3-4 mois, non? On aimerait bien. 3-4 jours, quoi. Ouais, alors, on va faire une pause d'une semaine ou deux où le site va être un peu plus en pointillé. Ouais. De toute façon, entre, on va dire, Noël, les jours de l'an, le premier jour de janvier, tout le monde est en train de faire la fête. Hein. On sait bien que vous ne nous lisez plus. Alors, on continue à vous mettre 1 ou 2 chronos par jour. Oui, il y aura quand même des publications parce qu'on n'est pas foutu de faire autrement, en fait. Quand il y a un truc qui sort, on aime bien le dire. Voilà. Puis moi, je serai quand même là, donc jusqu'à fin décembre à peu près. Et puis nous, on prend le relais. Je vais ralentir sur les publis parce qu'il va falloir que j'organise quand même 2019 parce que vous allez voir, il se passe des trucs en 2019. Mais je serai quand même là, donc il y aura forcément quand même quelques articles, quelques news. Voilà, ce sera pas complètement le désert. Mais on va ralentir parce qu'on en a besoin. Hein, donc Mathieu va prendre quelques jours. Cyril déménage. Atom, il déménage, il se rapproche de Lyon. Donc ça, c'est aussi une super nouvelle pour Ludovox. Donc tout le monde va être, toute l'équipe va être à Lyon en fait, enfin autour de Lyon. Et donc ça va permettre aussi de nouvelles choses pour 2019. On fait un petit point sur le marché, puis après on passe aux chiffres. Ouais. Allez, je cède ma place. À toi, Mathieu. Salut Mathieu. Salut Marilyn. Comment vas-tu?
Eh ben écoute, ça va très bien. La mère Noël est là. Je sais pas si c'est Donc moi, on me donne ce fabuleux mug. Voilà, c'est mais ouais, fantastique. t'as bien fait de venir. Alors, on t'a fait venir pour que tu nous parles un petit peu de comment tu avais perçu, vécu les grands moments de l'année au niveau rendez-vous de salon. Ouais. Donc, Fige, Pelle et SN. Il n'y a pas apéro, salon apéro, tout ça. Non, mais voilà, on est mercredi, on a le droit de faire des blagues, comme tous les jours en fait. Ok. Alors plus sérieusement, donc effectivement, il s'est passé des choses que je trouve assez intéressantes. Alors, petit point, moi quand je suis arrivé dans le monde du jeu de société, j'étais joueur amateur, j'ai beaucoup joué à des jeux de cartes avant, et du coup après, je suis un peu tombé dans le bain avec des potes, et puis de fil en aiguille, je suis tombé dans le deuxième bain qui était Ludovox. Et du coup, en fait, j'avais moins de facilité à voir les tendances qu'aujourd'hui, et surtout, je m'aperçois de beaucoup plus de choses, notamment de similarités avec d'autres milieux culturels. Parce que Mathieu est écrivain, donc il connaît bien le milieu de la littérature. Voilà, on peut... Et traducteur. Oui, mais traducteur, ouais, aussi. Ouais, donc, du coup, je trouve que ça ressemble de plus en plus au milieu du livre, et en fait, il y a quand même pas mal de choses qui sont calquées. Il y a pas mal d'actions de la SAJ, la Société des auteurs de jeux, pour faire reconnaître le jeu comme un produit culturel, pour réévaluer les droits d'auteur. Ouais. Mais c'est très compliqué parce que l'évaluation des droits d'auteur, elle est facile sur les bouquins dont le prix est fixe, alors que sur les jeux, le prix est pas fixe parce qu'il est décidé par le revendeur. Donc il y a plein de choses vachement compliquées. Les auteurs de jeux comme les auteurs de livres sont déclarés aux AGSA. Oui. C'est la même. Qui vont peut-être disparaître. Enfin, oui, voilà, c'est un peu. C'est le flou. C'est un peu le flou. On souhaite bon courage aux auteurs et à la SAJ. Ouais, mais globalement, il y a une professionnalisation du milieu qu'on peut remarquer depuis quelques années. Il y a vraiment des produits de qualité vraiment encore meilleurs qu'avant. Du coup, sur Cannes, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué qu'on avait une explosion d'un genre qui était le roll and write. Donc ça, c'est plus pour vraiment les jeux. Donc c'est ce genre de jeu où vous jetez des dés et puis vous sélectionnez des dés qui vont vous donner des actions. Dans les premiers, on a Roll Through the Ages de Matt Leacock. Et puis après, finalement... Qui revient d'ailleurs. Oui, qui va revenir sur Kickstarter bientôt. Du coup, il y a eu plein d'autres. Et puis là, du coup, il y a eu le très très bon Welcome qui n'utilise pas de dés, mais qui est vraiment excellent. Il y a Très Futé de Wolfgang Warsch qui a tout raflé cette année avec les charlatans de Kelvinburg et puis de Belcastel, pardon. Et puis The Mind. Excellent, The Mind. Et Decrypto, pour moi, c'est un des gros jeux cannois, vraiment très très fort. Decrypto, c'est un jeu d'équipe dans lequel on a une équipe d'encodeurs et de décodeurs, en fait. C'est assez compliqué à expliquer. C'est pas si loin de Codenames, mais c'est mieux. C'est un peu mieux, ouais. Alors j'ai plus de facilité à sortir Codenames. Codenames est plus facile à sortir et les parties sont plus courtes. Voilà, c'est un peu plus court. Decrypto, quand on commence à partir dans les explications, ça peut friser l'heure. Non, mais déjà, quand tu parles de Codenames, tu te dis, ouais, c'est un énorme carton, c'était génial. Et tu te dis, c'est comme Codenames, mais en mieux. Je serais pas surpris de le voir dans la sélection de l'As d'Or, alors, je suis pas dans les petits papiers du jury, hein. Moi non plus. C'est vraiment juste, voilà. Ouais. Ce serait pas étonnant qu'il soit sélectionné. D'ailleurs, la sélection ne devrait pas tarder à sortir. Peut-être qu'elle sera sortie au moment où vous regarderez cette vidéo. Du coup, il y a aussi quelque chose d'assez étonnant dans toute l'année. Il y a beaucoup moins d'Améritrages qui sont sortis en boutique. En fait, la production d'Améritrage, donc de jeux avec beaucoup de figurines, beaucoup de dés, elle est délocalisée massivement sur Kickstarter parce qu'en fait, c'est tout simplement là que ça se passe aujourd'hui, parce que les produits sont toujours plus beaux, toujours plus chers, et du coup, on cherche quelque chose qui soit quand même abordable pour les joueurs et quand même réalisable pour l'éditeur pour qu'il puisse faire sa marge. Parce que quand ça passe par la boutique, en fait, il y a la marge distributeur, la marge boutique. Ça fait envoler les prix. Ça commence à faire beaucoup de marges différentes, d'intermédiaires qui rognent les prix, et du coup, en fait, l'éditeur, il se retrouve plus question de rentabilité. Voilà pour Cannes, moi, c'est à peu près ce que j'ai remarqué. À Cannes, à peu près, donc il y a des choses... À cette période-là, Après, quand on arrive vers avril, mai, juin, donc il y a Paris Ludique, PEL, il y avait quand même quelques sorties à PEL, pas 36 000. Moi, celle qui m'a marqué, pour le coup, c'est Ganymède, que je trouve vraiment excellent. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc on est dans quelque chose
un peu comme Splendor, un peu plus compliqué. Donc moi Splendor j'ai bien aimé, je sais que c'est un jeu qui divise un peu, qui est un peu froid certes, voilà, mais qui passe bien. Et c'est quand même un niveau un peu plus. C'est un peu plus, voilà, un peu plus musclé. C'est Splendor avec les extensions. Mais ça reste très très fluide. Ouais, c'est très fluide, ça bouge partout. On a des choix assez cérébraux, assez intéressants. Ça a bien marché, je pense. Oui, ils sont out of print. Je crois qu'ils ont fini leur stock et que là ils le réimpriment. Du coup, ce que je remarque aussi dans pas mal de cas aujourd'hui, c'est que la qualité des jeux augmente. On le dit depuis la création de Ludovox, on dit les jeux ils sont de meilleur en meilleur. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de jeux qui sont pas bons, en fait, tout simplement. Ce qui veut dire qu'un jeu qui est juste ok, et ben en fait, il a beau être bon, il a du mal à sortir parce qu'il y a des ténors à côté qui envoient du lourd. Et aujourd'hui, les éditeurs ont besoin de mettre le paquet, les auteurs ont besoin de mettre le paquet, il y a une concurrence qui est folle, c'est incroyable. Et aujourd'hui, il y a une abondance et une concurrence qui font que le marché est hyper impressionnant en fait. Je sais pas ce que ça va donner. On n'arrive pas à suivre, hein, et c'est hyper dur à suivre. Vraiment, on est assez débordé. C'est vrai que quand tu rentres dans une boutique aujourd'hui, avant je me rappelle, je rentrais dans une boutique et je connaissais tout. J'arrivais à me dire c'est bon, ça je vois, ça je sais, ça je sais. Et il y a toujours au moins un jeu, je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc, ça sort d'où, j'en ai jamais entendu parler. C'est vrai qu'avant c'était pas... Il y a plus d'éditeurs, plus de diffuseurs, plus d'auteurs, plus de jeux en fait tout simplement. Là encore, je pense que le marché s'ouvre en fait, par rapport au marché du livre. Par exemple, le marché du livre, il est complètement ouvert et il peut pas croître plus, sauf s'il y a plus de population. Mais c'est dur de faire plus de bouquins, parce qu'en fait, on est à un point où les libraires saturent, où les lecteurs saturent, ils n'ont pas un budget limité. Et sur le jeu, on a encore des niches qui sont en train de se développer, notamment la niche du solo en ce moment, la niche du jeu à deux il y a quelques années. Donc en fait, on est encore dans un marché qui s'ouvre, donc il y a encore la possibilité pour voilà, d'avoir on voit un avec peu plus d'offres. les unique games de FFG aussi, les jeux nouvelles méthodes, les unique games, avec des jeux uniques, des nouvelles méthodes de production. Mais à un moment, ça va pas être infini. Ça va pas être infini. Les niches, elles vont se fermer, et puis ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a plus de jeux, on a plus d'offres, mais ça veut pas dire que ces jeux sont tirés à plus d'exemplaires. Au contraire, en général, ils ont tendance à être tirés un petit peu moins. Donc sur le livre, par exemple, ça a beaucoup baissé dans les années 70 à 90, parce que il y a eu une démultiplication des publications, et le volume de bouquins achetés, il a cru, mais pas tant que ça, et du coup, les tirages moyens se sont un peu cassés la gueule. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, alors je sais pas si c'est prémonitoire ou quoi, mais on a bien vu que Cool Mini Aeronauts... Cool Mini, cette année, Simone, ils ont pas fait une année top, ils ont perdu pas mal de points en bourse. C'est assez significatif, alors qu'ils s'étaient lancés très fort. En fait, Cool Mini, ils ont commencé comme des projets comme Kickstarter de fou. Après, c'était des projets Kickstarter à la Zombicide qui lèvent des millions, Rising Sun qui lève des millions, tu te dis, bon, c'est bien. Ils passent à l'édition boutique, et là... ça bloque. Pourtant, ils ont fait des bonnes ventes, hein. Enfin, ils n'ont pas de quoi rougir, mais ils ont des frais tels qu'en fait, ils ont besoin d'être vachement plus rentables. Et puis même, les projets Kickstarter, il y a peut-être un essoufflement de la plateforme, je sais pas, hein, c'est une question, parce que tout le monde a plein de jeux qui ont toujours plus de contenu, qui ont toujours plus de choses. Je sais pas, et puis franchement. L'essai de Monolith aussi. Oui, l'essai de Monolith sur Claustrophobia. C'est un peu mitigé aussi, il me semble. Je crois qu'ils ont fait 7000 ventes, 7500. C'est pas si mal, je pense que ça aurait été mieux s'ils avaient vendu tout leur tirage de 10 000, hein, mais après, bon, ils ont toujours la possibilité de faire du salon, de la VPC, vente par correspondance. Je m'en fais pas pour eux, mais c'est vrai que je pense que s'ils avaient atteint leur vente premier jour... Espérer. Ça serait peut-être... ça prouverait certaines choses. Qu'à voir si on n'est pas en train d'arriver un peu à voilà, on en parle depuis quelques années, les la auteurs... fin de l'âge d'or. C'est ça, après, peut-être... Ça veut pas dire que ça sera moins bien, parce que finalement, il y a toujours autant de concurrence. Donc, il y aura sûrement que les meilleurs qui pourront rester, du coup. Du coup, je voulais parler un petit peu de l'émergence du solo, parce qu'en fait, on voit les tendances... donc, les gens ont tendance à jouer seuls aussi. Non seulement comme moyen d'apprentissage d'un jeu, parce qu'en fait le mode solo peut permettre d'appréhender les mécaniques, de réfléchir à comment les expliquer après pour une partie, mais également parce qu'aujourd'hui, je pense que le jeu de société est moins approprié qu'à une certaine époque. On a des jeux qui sont plutôt des jeux de plateau, des jeux matériels en fait, presque on pourrait dire un jeu matériel, parce qu'on utilise le matériel pour mettre en action les règles, etc. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça? Alors il y a des gens qui sont complètement réfractaires, mais qui jouent à des jeux vidéo solo,
Donc, moi, ça me dérange pas. À titre personnel, je trouve ça plutôt pas mal. Je joue très rarement en solo. C'est en général pour les ludo-chrono, pour comprendre comment le jeu marche. Et c'est bien que ça existe parce que c'est plutôt intéressant. Ça permet aussi de toucher un public différent. Il y a un aspect peut-être démographique avec les États-Unis où, comme le territoire est grand, en fait, les gens ils conduisent beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de trajets à faire pour se rendre à une soirée jeu. Du coup, leurs potes joueurs, en fait, ils sont beaucoup plus éloignés que nous, ce qu'on peut avoir, en tout cas dans les grandes villes, parce que dans la campagne, ça peut être un petit peu différent. Mais du coup, ça veut dire que les soirées jeux ou les week-ends jeux qui se font compte et que ils n'ont pas leur dose de jeu entre-temps. Ce que pallie le mode solo, finalement. Donc, pourquoi pas. Voilà, maintenant je peux passer à Essen, où j'ai plein de choses à dire. Tout d'abord... donc on a vu le roll and write avant, là sur Essen ce que j'ai constaté c'est vraiment qu'il y avait une explosion des jeux de gestion familiaux. En fait, le jeu de gestion ça a toujours été le jeu à l'allemande, un petit peu compliqué, gros coco, l'âge de pierre ça va, mais c'est dans les accessibles. 3 ça fait brûler des cerveaux, en tout cas le mien s'en porte plutôt pas mal, ça me fait vraiment plaisir. Mais là, cette année, on a The River, My Little Scythe, Fertility, Solenia, Ceylan, on a plein de jeux qui disent... Même Ganymède dont tu parlais tout à l'heure, qui est... Et en fait, on a plein de jeux qui disent, bon bah voilà, nous on rentre en 40 minutes, on est un jeu de gestion, c'est pas très compliqué, c'est abordable. Mais c'est profond quand même. Assez profond. Donc en fait, je pense que c'est aussi une volonté d'aller taper du côté aventurier du rail, parce que les aventuriers du rail, c'est hyper accessible, et puis ça se décline, c'est une gamme hyper forte, et peut-être qu'elle a fait son temps aussi. Donc, en tout cas, ils ont bien marché avec la version Express qui est sortie cette année. J'ai beaucoup aimé. Qui du coup est oui, la version plus Express, calibrée 15 minutes, à ce qu'on fait maintenant. Donc voilà, une émergence de ce genre-là. Est-ce que c'est une tendance qui va durer? Je sais pas. On va voir. Pour le coup, je pense pas. Parce que, encore une fois, le marché va être saturé vite. Parce qu'il y a plein d'autres très bons jeux, très bons genres de jeux. Peut-être que ça va continuer, peut-être que je me bourre complètement, que ma boule de cristal de Madame Myrma est foireuse, je sais pas. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le Legacy s'introduit un petit peu partout, même dans des expériences enfants. Là, il y a Zombie Kids Evolution qui sort bientôt chez le Scorpion Masqué. Je sais plus, il est sorti là, non, je crois qu'il sort pour Cannes. Ah, d'accord. Il me semble, je suis pas sûr à 100%. Du coup, Christian Lemay nous expliquait que c'était une réédition de Zombie Kids, mais que ça introduisait une mécanique de Legacy. Pour que finalement le jeu grandisse avec les joueurs, surtout que c'est un jeu pour enfants, tu peux commencer un petit peu tôt, et puis une fois qu'ils ont un petit peu 2-3 règles, paf, tu rajoutes progressivement de la complexité. Et tu rajoutes un petit brin d'histoire, ça les passionne, etc. Et je trouve que aujourd'hui, même Uwe Rosenberg s'y met avec Récolte, du coup, je pense qu'il y a d'une certaine part une envie de faire en sorte que le jeu soit vachement plus proche du joueur, parce que c'est pas juste un système abstrait qu'on va tester. Là, il y a le fait que les joueurs se disent tiens, il y a une histoire, je m'approprie l'histoire, je fais des choix qui. Mais c'est un super antidote au jeu Kleenex, parce que du coup, tu es obligé d'y revenir pour voir tout le jeu, pour connaître toute l'histoire. Du coup, c'est pas le jeu, tu vas faire une partie et tu achètes un Legacy, tu vas au moins faire une demi-douzaine de parties, au moins. Après, tu vas peut-être lâcher, ça dépend si ça te déçoit ou quoi. Mais au moins, tu auras fait... et je pense que du coup, c'est des jeux qui s'installent plus facilement, peut-être dans les habitudes des joueurs et sur le long terme dans les boutiques. Mais après, tu vois, Zombie Kids, par exemple, c'est vraiment... tu peux le jouer sans Legacy, en fait. Tu peux juste simplement débloquer tes règles et puis ou jouer à la version de base, qui est finalement la première partie que tu joues, c'est le jeu Zombie Kids. Et après, tu peux le complexifier, c'est des extensions en fait que tu rajoutes. Et je trouve que c'est une bonne manière de personnaliser l'expérience aussi. Après, il y a la question de la réusabilité, etc. Il y a plein de façons de faire. On voit des jeux Legacy, purement Legacy, où tu déchires les cartes et tout, comme Pandemic Legacy, comme Gloomhaven par exemple, où tu as plein de stickers, ou Seafall. Et puis où globalement, quand tu sais un petit peu les tenants, les aboutissants, les ficelles, bon, t'as moins envie de rejouer parce que tu sais trop de choses. T'as découvert les trucs, il y a moins le plaisir de la découverte. Ouais, et puis surtout, t'as peut-être plus une grande idée de la stratégie gagnante, et du coup, le plaisir de jeu est peut-être moins il est peut-être moins là. Après, il y a d'autres façons de faire. Charterstone, par exemple, avec ses kits de recharge qui te donnent juste le matériel pour rejouer.
Donc ça peut être intéressant, je trouve ça plutôt pas mal. Et après, il y en a qui te disent, on va pas détruire de matériel, tu le mets de côté et tu le réutilises à tel ou tel moment. Tu peux réinitialiser les gens en faisant ça. Comme la gamme Fabulosa, Fabled chez Friedman Friese, 2F, fait ça. Après, du coup, la gamme Fabled, c'est pas vraiment du Legacy, c'est plus un jeu qui évolue. C'est inspiré d'eux. C'est inspiré d'eux, voilà. Et la dernière chose dont je voulais parler, qui m'a marqué assez fort à Essen, c'est les sorties de blockbusters. En fait, j'ai vraiment l'impression que aujourd'hui, les petits éditeurs, ils mettent les moyens, ils mettent la patate pour que leurs produits soient de plus en plus beaux, mais que les gros éditeurs, ils ont des moyens de fou. Je pense à Plan B, par exemple. Quand on déplie le plateau de la nouvelle édition de Camel Up, que tu as le palmier en 3D qui sort, tu as la pyramide en plastique avec juste un mécanisme à ressort et tout. Je me dis, mais ils sont passés au niveau au-dessus. Oui, ça crée des grosses machines. Kero, pareil, avec les camions sabliers. Tu te dis, mais c'est incroyable. On est dans des objets. Je sais pas si on peut appeler ça un objet d'art, mais en tout cas, tu vois, on est dans des objets qui arrivent à un certain niveau de raffinement et de moyens aussi, parce que finalement, tu pouvais mettre un sablier dans Kero, tu pouvais ne pas mettre ce palmier 3D pop-up ou cette pyramide hyper compliquée. Tu pouvais simplement garder la pyramide qu'il y avait dans la première version de Camel Up. Est-ce que c'est justement pas aussi pour sortir du lot et pas faire partie des OK Games, c'est-à-dire il y a ce petit gimmick là qui fait que ça attire l'œil. En fait, tu mets les moyens pour que ton jeu ressorte, tout simplement. Et je pense que aujourd'hui, les petits éditeurs, les éditeurs qui font des tirages un peu plus modestes, qui n'ont pas les moyens de faire la R&D sur ce genre de choses, ils doivent compter sur autre chose, et c'est sur leur ingéniosité. Il y a plein de choses qui sont... Comme l'avait fait le Colt Express à l'époque. Oui, Colt Express, c'est hyper juste de l'ingéniosité avec du carton. Et voilà, et Colt Express, ça a beaucoup plu pour ça, et je pense qu'aujourd'hui, les éditeurs il va y avoir une fracture, parce qu'il y a des éditeurs qui vont être capables de faire des jeux qui vont tout défoncer matériellement, qui vont vraiment avoir des moyens, non seulement en termes d'édition, mais de communication. Ou comme aussi Portal avec Détective, qui a carrément créé un site internet et une grosse base de données. C'est immatériel, mais ça demande quand même un investissement de créer un truc comme ça. Pour le coup, dans le cas de Détective, qui est sorti en français, qui a fait la première partie, en fait, vous allez avoir, comme dans les Unlock, etc., vous allez avoir des cartes qui vont driver un petit peu le scénario, mais en même temps, il y a plein de choses qu'il faut chercher sur le site internet. Le site internet fait partie du jeu, il n'est pas optionnel. C'est ça, c'est vraiment partie de l'expérience. Et en fait, il y a le coût matériel du matos, et il y a le coût qu'on ressent moins, qu'on perçoit moins de la base de données Antares du site, et pourtant, il y a un boulot de dingue vraiment dessus. Donc voilà, je trouve que le milieu du jeu évolue beaucoup et vite. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, moi j'ai hâte. J'ai hâte de voir 2019. Je sais pas quelle tendance il va y avoir. Merci Mathieu pour cette overview de ton année 2018, de ce que t'en as retiré, de ce qui t'a marqué. Merci. Merci. Oh, tu es revenu, Fred. Coucou. Coucou. C'est la magie. Alors du coup là on va prendre un petit temps pour vous donner des chiffres parce qu'il y a des gens qui aiment bien les chiffres. C'est le bilan du bilan. C'est le bilan Ludovox. Qu'est-ce qu'on a comme chiffres? Alors ce qu'il faut savoir c'est que les chiffres on peut leur faire dire ce qu'on veut et puis aussi que nous comme on a eu des gros piratages en 2017 et 2018 aussi ça modifie quand même ces données là. Ceci dit Thibaut Shaman a fait des calculs et ce qu'on va vous dire là normalement, c'est bon. C'est la bonne louche carrée. C'est des bons chiffres, on va dire. Des chiffres vérifiés et Shaman approved. On a deux types de chiffres. On a des chiffres pour le site et pour la chaîne YouTube, parce qu'on a vraiment deux points de résultats différents complémentaires. On va commencer par YouTube. YouTube, ça progresse bien, une vitesse qui est assez folle, on va dire. Là, cette année, alors je sais plus combien on était l'année dernière. Mais là, on approche, quand on parle, les 14 000 abonnés de la chaîne. Alors qu'on était à moins de 10 000 l'année dernière, ça c'est sûr. Et on a maintenant actuellement 700 abonnés en plus par mois.
Donc ça correspond à 25 personnes par jour, c'est assez fou, c'est génial. C'est grâce à vous, c'est vous qui êtes derrière, qui cliquez. Donc c'est vraiment une très très grosse progression et on en est bien content. Alors ça a fait, Shaman m'a montré la courbe de progression hier, ça fait vraiment comme ça, notamment sur les 3 derniers mois où ça fait x3 en matière de trafic. On est à 12 500 vues vidéo par jour. Sur YouTube maintenant. Donc c'est vrai que ça a vraiment explosé, et puis c'est dû à ce qu'on vous disait tout à l'heure. On a eu plus 70% de demandes de Ludo Chrono par rapport à l'année dernière. C'est tout tombé à la fin. Quasiment. On s'est rendu compte, 60% du travail, on l'a fait sur les 3 derniers mois. Quasiment. Ouais. Donc ça fait des mois un peu intenses. C'était très intense. Et du coup, c'est une production que vous avez revue entre SN et les Ludo Chrono, et ce qui fait que la chaîne a explosé un peu plus que d'habitude, mais on reste sur ces bonnes bases. Du coup. Et c'est vrai que du coup, le fait que des éditeurs nous demandent des jeux, c'est aussi des vidéos qui sont bien relayées derrière, puisque les éditeurs vont les relayer. C'est des vidéos qui sont bien relayées aussi par les boutiques, parce que ça marche bien. Ils sont demandeurs d'un petit format pour savoir ce qu'ils peuvent commander. Pour se faire une idée rapidement. Donc le Ludo Chrono, c'est un format sur lequel on a bien misé, et on est content de voir que ça marche bien. Autant par les gens qui regardent que par les éditeurs qui nous en commandent. Ouais. Donc ça, c'est les chiffres YouTube. Après, sur le site, madame. Sur le site, qu'est-ce qu'on peut dire? On a fait plus 700 000 vues cette année. On a dépassé le cap des 10 millions de vues cumulées, donc depuis 2014. Donc c'est vrai que ce qu'on disait tout à l'heure, les chiffres, c'est difficile, enfin ça veut plus rien dire. Moi je veux 10 millions, c'est quoi? Mais tu vas les comparer avec d'autres sites, tu vas comparer avec quoi? Enfin ça sert à quoi en fait? Parce que au final, si tu penses à ça, tu te dis je vais comparer avec BGG, c'est pas comparable. BGG c'est international, c'est anglais, donc voilà. Tu compares avec Trick Track, ils sont là depuis 20 ans, on est là depuis 4 ans, donc c'est difficile de se dire qu'est-ce que ça représente. On sait que ça représente un gros chiffre quand même. On a 2 millions maintenant d'utilisateurs uniques sur le site. Moi, je sais pas les analyser en fait ces chiffres. Pour moi, c'est vraiment c'est abstrait, c'est surréaliste. Je trouve ça génial de pouvoir dire on a fait 10 millions, mais voilà. Si vous êtes content, si vous êtes content de le savoir, je suis content. mais moi, je saurais pas quoi vous dire. C'est juste c'est chouette parce qu'on voit que ça progresse, ça continue de progresser toujours. Et voilà, on espère que vous serez toujours plus nombreux en 2019 aussi. Voilà, on a une bonne dynamique de vues, on a une bonne dynamique de clients avec qui on travaille. Maintenant, on travaille avec plus de 62 éditeurs différents qui nous commandent régulièrement des Ludo Chrono. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore? On a passé le cap des 10 000 fiches de jeux entrées sur la base. On a aussi passé le cap des 7400 publications, un truc comme ça. Enfin bon, voilà, je vous balance ces chiffres comme ça, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, on espère que ça va continuer comme ça, dans cette dynamique qui est vraiment super porteuse. Voilà. Et pour 2019, du coup, on rebondit. Pour 2019, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Fort de ce plébiscite, vous avez vu, je parle bien, fort de ce plébiscite autour du Ludo Chrono, je me mets comme Macron, tu vois, nous avons décidé de lancer des nouveaux formats. Et ça, on vous en avait déjà un peu parlé. Ça fait toutes les années qu'on essaie. Et on vous avait déjà... Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on veut relancer la pause de midi, qui est un format qu'on adorait faire, qui est vraiment cool, parce que ça permet de montrer le jeu dans toute sa dynamique, avec les retours des joueurs, avec à quoi ils pensent quand ils sont en train de jouer. Une partie vivante, quoi. Donc ça, c'est vraiment un format qu'on veut relancer. Et pour ça, on va avoir une personne qui va nous rejoindre dans l'équipe en 2019, en temps plein. Donc ça, c'est un vrai pari qu'on fait. C'est un pari risqué pour nous, mais on mise là-dessus. On va essayer aussi d'autres formats. Pour l'instant, je vous en dis pas plus, parce que c'est encore trop... C'est pas sûr. C'est encore trop dans... Faut qu'on fasse les pilotes. C'est en R&D. Voilà, c'est ça. On est en train de s'essayer de nouveaux formats. On n'est pas sûr de savoir comment on le fait. On sait qu'on veut le faire, mais on n'est pas sûr de la manière. Donc du coup, on s'essaye, il y a des essais. On va tâtonner. Et on va essayer de trouver le bon format pour proposer. On vous montrera ça dès qu'on aura quelque chose à vous montrer, on vous montrera ça, c'est sûr. Et puis peut-être qu'on vous montrera même l'épisode pilote et que vous pourrez nous dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins dedans. Mais en tout cas, on est bien hypé par tous ces petits projets-là. Ça va être du boulot en plus, donc il va falloir qu'on accueille une nouvelle personne, donc c'est aussi une nouvelle organisation qu'il va falloir qu'on trouve. Oui. D'autant plus
qu'on va essayer de migrer. Alors migrer, je sais pas si c'est le mot, parce qu'ils vont croire qu'on change encore d'hébergeur, mais on va essayer de trouver... Des nouveaux locaux. Voilà. Là, nos anciens bureaux, on les a quittés il y a quelques temps, on va essayer de récupérer de nouveaux locaux, donc on va se réinstaller Lyon ou banlieue de Lyon, afin d'accueillir facilement des éditeurs quand on en a besoin, donc être pas très loin des trains et compagnie. Et il nous faut des petits locaux, donc on va essayer activement de se remettre là-dedans, ce qui nous permettra nous de nous retrouver plus facilement, plutôt qu'à dispatcher... Parce que là, on est tous en working, work à la maison. Work à la maison, voilà. Et donc, du coup, on va se retrouver des locaux. Dès que c'est le cas, on vous les montrera, parce qu'on sera content. On va pouvoir stocker tous les jeux dans un nouvel endroit. Ouais, parce que moi, j'en peux plus, j'en ai partout. J'en ai dans ma salle de bain, j'en ai dans ma chambre. Dans la baignoire. Et donc là, dès qu'on peut, on met en place un nouveau studio Ludochrono, un nouveau studio, nouveau format, et un nouveau emplacement pour mettre nos bureaux. Et puis dès qu'on a ça, on vous le montre. C'est le projet 2019. Voilà. Studio, nouveau format, nouvelle personne. Ouais. Et nouveau départ. Nouvelle vie. Non. Et toujours le Tipeee. Tipeee, ouais. Donc le Tipeee qu'on a refondu cette année. Quand nous avions une période d'été, on a dit ok, on fait table rase de notre surplus d'excitation, de fluff, de wow, on va faire de l'expérience et tout. On va faire simple, efficace, parler au plus grand nombre. Ce qui finalement a plutôt pas trop mal marché parce qu'on n'a pas perdu de Tipeee, au contraire, on a gagné pas mal récemment. Ouais, bon, ça fluctue en fait, mais on a des gens qui sont là depuis le début et puis on les remercie du fond du cœur. Et puis sinon, tous les mois, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent et ça se maintient à peu près toujours autour d'une grâce à ça, on peut maintenir notre activité éditoriale. Mm. Mais du coup, voilà, on maintient ce Tipeee qui nous permet de fonctionner. On est content de la petite remise à zéro. On a supprimé les petits goodies, ça nous permet de gagner du temps pour travailler. Ils sont toujours là, mais voilà, il faut les gagner en étant tirés au sort. Voilà, c'est ça. On maintient un tirage au sort, et du coup, on va faire un petit tirage au sort maintenant. On est en décembre, donc on fait un petit tirage au sort de novembre. On fait ça rapido. Par contre, on a des cool cadeaux à gagner. Ah ouais, ils sont où on peut les montrer? Ouais, j'ai mis de côté. Parce que du coup, bim, il y en a partout, je vous dis. On a rajouté l'Escape Box Zombie, donc il y a 3 scénarios différents avec des niveaux de difficulté facile, moyen, expert. Je suis en train de lire derrière. L'Apocalypse Zombie a eu lieu, mais l'espoir n'est pas encore mort. Voilà, donc ça c'est pour revivre l'expérience Escape Box, l'expérience Escape Room chez vous. Et puis on a Nice V2 de Christian Martinez chez Matago, qui est un super jeu de contrôle de territoire, négociation, bluff et compagnie, avec une gestion de main. Coup de cœur Ludovox de l'année dernière. C'est un beau coup de cœur l'année dernière. C'est la nouvelle édition qui est magnifique, qui donne envie de revendre la première tellement elle est belle. Mais bon. Éclatement de rétine. Ouais. C'est cadeau. Là, on fait le tirage. Celui qui gagne au tirage après, peut si la vous prendre. en voulez pas, si vous voulez pas, vous n'y touchez pas. Vous pouvez prendre. Il y a 50 jeux dans la liste. Un des 50 jeux. Bon, double des fois quand c'est des petits. Et ça sera un autre qui le gagnera. Si vous l'avez en double, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Et on a des dizaines de goodies. Des goodies pour des jeux, d'Adrenaline, King of Tokyo, Safe Clouds, ce qu'il y a d'autre, Aide-moi Dixit, il y en a plein. Plein de trucs, on va pas lister. Et puis il y a aussi des goodies Ludovox. Ouais. Et comme c'est décembre et que c'est bientôt Noël, celui qui pourra... Tu offres nos mugs? On pourrait avoir un, si vous voulez, si ça vous intéresse, il n'y a pas d'obligation d'achat. Ah, c'est cool. C'est un petit mug Ludovox exclusif en quantité extrêmement limitée. Donc Tipeee en décembre et après. Gagner des tickets en décembre et après, et gagner au tirage au sort une fois ou plus. On y va? C'est parti. On fait un petit tirage rapido, hop. Après c'est fini, on se fait des bisous. Unité. 2. Je fais des dizaines. 0. Donc ça fait 0,2. Allez. Et 3. Donc 302, c'est facile, tac. C'est bien, ça va être... Hop là, c'est monsieur Alban Thomas qui remporte. Monsieur Grovast. Un gros cadeau ce mois-ci. Merci Grovast de nous tiper. C'est vraiment cool. Merci. Et voilà, je vais t'écrire et je vais te montrer tout ce que tu peux gagner. Eh bien, merci Marilyn pour ce bilan de l'année. Merci Frédéric pour ce bilan de l'année. On se retrouve en 2019 pour une nouvelle année chez Ludovox, des nouveaux formats Vox News un peu plus classiques. On reparlera des jeux du moment, des salons et tout. Là, si vous êtes là, merci encore au bout d'une heure de vidéo. C'est la première fois qu'on fait si long, mais on avait besoin. De toute façon, on fait ce qu'on veut, c'est notre format. Et là, on s'est dit, de toute façon, on fait le bilan. On a besoin de tout balancer, les trucs qui vont, les trucs qui vont pas. On n'en peut plus. On est content d'être là. On espère être là encore quelques temps. On va tout faire pour. On va continuer à travailler pour vous faire plaisir, pour vous apporter des jeux, des nouveautés, des informations, des vidéos, des ludochronos, des trucs et tout. Tout ce qu'il faut pour être heureux dans le monde du jeu, en fait. Merci d'être là. On vous voit. On vous souhaite de bonnes fêtes. Ouais, surtout, c'est ça que je voulais vous dire. Bonne fête. Reposez-vous pendant les vacances. Prenez soin de vous.
jouez bien, comme disent les copains de Proxy Jeux. Et à tout bientôt. Allez, ciao. Ciao, ciao.